Donc moi, je suis docteur en histoire, spécialiste d'histoire de la médecine. En ce moment, je suis postdoctorante à l'INSERM pour travailler justement sur les psychédéliques, mais en fait, je travaille sur tous les psychotropes. Donc mon travail, c'est d'essayer de comprendre comment ces substances en histoire contemporaine, donc du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, ont d'abord été intégrées à la médecine, les progrès que ça a pu engendrer dans la médecine de leur époque. Qu'est-ce qui fait à une certaine époque, on a arrêté, on s'est questionné sur leurs usages thérapeutiques et éventuellement on a arrêté de les utiliser, ou alors on les a utilisés beaucoup moins qu'on le faisait dans la période antérieure. Et puis, qu'est-ce qui fait qu'à une période plus récente, on s'intéresse à nouveau à leurs propriétés thérapeutiques. Donc, ce que je vais montrer là, dans cette présentation, qui va toucher principalement à la morphine, puisque c'est vraiment la substance que j'ai la plus étudiée tout au long de ma jeune carrière pour l'instant. La morphine qui est vraiment passée par toutes ces étapes d'enthousiasme médical, puis de grande méfiance, jusqu'à un abandon presque total au cours du XXe siècle, et la redécouverte à la fin des années 1990 en France. On va passer par toutes ces étapes qui vont nous permettre de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, ces processus-là qui sont en fait communs à toutes les substances qui vont obtenir le statut de stupéfiant. Donc c'est un statut, comme vous verrez, qui est créé en 1916, en particulier pour la morphine, et qui est censé à la base protéger l'usage médical. Voilà, donc je vous ai mis un petit peu mes informations ici, je vous ai mis Twitter, mais je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent à partir de LinkedIn ici. Je suis sur tous les réseaux sociaux et j'aime bien, comme ça a été dit, j'aime bien partager mes recherches, donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse. Alors, le slide ne passe pas, c'est bon. Donc pour comprendre un petit peu l'histoire des rapports entre le corps médical, les médecins en France et les psychotropes, il faut remonter au début de l'usage de ces substances en médecine à partir du 19e siècle. Et c'est une époque où les médecins n'ont pas encore la figure d'autorité qu'ils ont aujourd'hui. Donc je sais que parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui sont des membres de la profession médicale. Les médecins du 19e siècle, c'est pas ce que vous connaissez aujourd'hui, pas du tout. Il faut plus penser aux médecins encore de la figure de Molière, donc des espèces de charlatans qui n'ont pas vraiment d'efficacité thérapeutique. Les premiers médicaments qui soignent vraiment les maladies, c'est les antibiotiques. Donc ça apparaît dans les années 1920-1930. Avant ça, la médecine officielle, c'est une médecine qui est principalement symptomatique. Donc on soulage les symptômes. Si vous avez mal à la tête, si vous avez des troubles gastriques, les médecins ont des solutions, mais on ne va pas guérir les maladies. Et donc dans ce contexte-là, la majorité des gens ne font pas appel aux médecins en fait. Donc quand on a un problème de santé, on va d'abord se tourner vers ses connaissances personnelles. Les gens ont des connaissances sur les plantes qui poussent autour de chez eux, qu'ils peuvent utiliser pour traiter leurs symptômes. Ils ont des croyances aussi, ils vont aller prier des saints ou ils vont utiliser des amulettes, ce genre de choses. Et puis si ces solutions-là ne suffisent pas, ils vont faire appel d'abord à des membres de leur communauté. Donc des guérisseurs, des herboristes, des sorcières, des sages-femmes, les dentistes aussi, puisque jusqu'à la fin du 19e siècle, les dentistes ne font pas partie de la médecine officielle, les rebouteux, bref, tous ces professionnels du soin qui font partie de leur communauté, donc ça veut dire que c'est leurs voisins directs, ils vivent avec eux en permanence, ils parlent la même langue, parce que jusqu'au début du XXe siècle, les gens en France parlent un patois. Donc ils parlent la même langue, c'est leurs voisins, ils ont confiance en eux et ils ont une efficacité thérapeutique qui est à peu près similaire à celle du médecin officiel qui, lui, habite plutôt en ville, parle français et coûte très cher. Donc le médecin, c'est vraiment un personnage qui est très peu sollicité par la population et pour lequel il y a des représentations qui sont globalement assez péjoratives, encore une fois. Hein, il faut vraiment penser aux malades de Molière. Et donc les patients, ils sont dans une relation consumériste à leur thérapeute, que ce soit la médecine traditionnelle ou la médecine officielle. Ils vont passer des uns aux autres et s'ils ne sont pas satisfaits par l'un, ils vont en voir d'autres. L'apparition de la morphine dans l'arsenal thérapeutique au début du 19e siècle, donc la morphine c'est la première substance qu'on va extraire d'une plante, donc c'est extrait à partir du pavot à opium au tournant du 19e siècle, ça entre vraiment dans la pharmacopée en 1818 et en 1830 c'est une substance qui est devenue tout à fait commune et qui est très utilisée par les médecins.
mais son usage va vraiment exploser à partir du moment où on invente la seringue hypodermique, donc c'est la seringue qu'on connaît aujourd'hui. Jusque dans les années 1860, on n'avait pas une technologie qui permettait de faire des aiguilles suffisamment fines pour injecter des produits, et donc c'était trop dangereux de passer par des trop grosses aiguilles, et donc on ne pouvait pas injecter. À partir des années 1860, on a cette technologie, et c'est évidemment la morphine qui va être la plus employée comme substance à injecter, parce que ça permet de soulager très efficacement la douleur, quasiment instantanément. Ça cause pas des douleurs supplémentaires, et ça permet au médecin d'avoir ça dans sa besace, et pas de se trimballer avec des gros pains d'opium en allant d'un patient à un autre, et puis avec les effets secondaires que ça pouvait engendrer, etc. Là, c'est vraiment une substance qui est standardisée, qui est très facile à doser, qui est efficace et qui marche très rapidement. Et donc le fait que les médecins disposent de la morphine, ça va bénéficier à leur processus de légitimation en tant que professionnels de santé, parce que tout à coup, les patients se disent ah bah, si j'ai une douleur, je peux aller voir le médecin et je vais être soulagé immédiatement. Donc, assez rapidement, au fur et à mesure des années 60, des années 70, les médecins deviennent dans l'imaginaire collectif des professionnels rigoureux, efficaces, parce qu'ils disposent de la morphine. Et je vous ai mis 2 exemples ici, mais on en trouve des quantités en fait de témoignages dans la presse médicale de médecins qui disent il faut absolument utiliser la morphine injectée parce que c'est vraiment un miracle, c'est présenté comme ça. Donc voilà, la morphine sert vraiment à ce processus de légitimation du corps médical dans les années 1870-1880. Donc le qualificatif qui est le plus souvent employé quand les médecins parlent de la morphine à cette époque, c'est le terme de merveilleuse. C'est la merveilleuse morphine. Je vous ai mis ici des exemples de prescriptions qui montrent les pratiques médicales de l'époque, où toujours dans l'idée de se constituer une patientèle, les médecins vont fournir à leurs patients des prescriptions qui leur permettent d'avoir des pharmacies à disposition chez eux, comme on le fait aujourd'hui. Comme ça, les patients n'ont pas à revenir en permanence chez leur médecin pour refaire des prescriptions, parce que ça coûte très cher dans un contexte où il n'y a pas encore de sécurité sociale. Donc, il faut payer chaque consultation. Et donc, pour éviter aux patients de payer trop, les médecins font, comme ici, des prescriptions de 10 grammes, ce qui permet après à la famille d'avoir la solution à disposition et de pouvoir y piocher dès qu'une douleur apparaît, sans du tout avoir besoin de solliciter à nouveau le médecin. On a une autre ordonnance en dessous qui montre une ordonnance de morphine à renouveler à volonté. Donc ça, c'est aussi très courant à cette époque-là. Toujours dans la même idée, les médecins fournissent une ordonnance à leurs patients et ensuite, toute leur vie, ils vont pouvoir amener cette même ordonnance et se faire à nouveau prescrire. Ici, vous voyez 40 centigrammes de morphine. Donc ces archives-là, elles sont très intéressantes pour voir dans la pratique comment l'usage de la morphine vraiment se diffuse à toutes les classes de la société. Ici, on est dans une toute petite ville à côté de Tours, dans la campagne. Il y a un médecin dans la ville et il y a beaucoup de la population qui est indigente, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas payer leurs soins. Et pourtant, la morphine leur est prescrite comme aux personnes qui peuvent payer. Malheureusement, assez rapidement, cet usage très libre de la morphine va conduire à la description pour la première fois du phénomène de l'addiction. Et donc, c'est l'addiction à la morphine qui est le premier type d'addiction qu'on décrit en Occident. Alors, il y avait déjà, avant les années 1875-1880, quand on décrit pour la première fois ce phénomène, on avait déjà observé, les médecins avaient déjà observé, et puis les gens de la population, des personnes qui, par exemple, consommaient de l'opium et pouvaient plus s'en passer. Mais c'était pas quelque chose qui était compris comme une pathologie. C'était pas quelque chose qui était de l'ordre de la médecine, pas quelque chose qui pouvait être traité, soigné. C'était de l'ordre du comportement. Donc c'était des gens qui avaient un mauvais comportement et en général c'était décrit en particulier pour 2 catégories d'individus, les populations colonisées, donc par exemple les personnes en Orient, qui étaient considérées comme des personnes inférieures aux Blancs, et puis les personnes pauvres. Et là aussi il y a une distinction de classe, donc les pauvres qui sont considérés comme des personnes qui sont moins capables de se contrôler que les bourgeois. Donc voilà, il y avait déjà des descriptions de personnes ne pouvant pas se passer de leur substance, mais ce n'était pas formulé en termes de pathologie. Et ça, c'est quelque chose qui intervient dans les années 1875, d'abord en Allemagne, et puis ensuite, la constatation se fait aussi en France. Et très rapidement, les médecins observent qu'en fait,
cette pathologie, elle touche massivement leurs propres patients. Donc ça, c'est un très gros problème pour eux parce qu'au moment même où ils achèvent leur processus de légitimation auprès de la population, ils deviennent des professionnels de santé légitimes, au même moment, ils se voient responsables de l'apparition d'une nouvelle maladie. Alors ça, c'est mes chiffres à moi, c'est les statistiques que j'ai faites pendant ma thèse, où j'ai été chercher tous les cas de morphinomanie qui étaient décrits entre 1876, c'est la première thèse de médecine en France qui est soutenue sur le sujet, et 1913, parce qu'après, avec la Première Guerre mondiale, la situation change. Donc dans cette période-là, de plus de 40 ans, vous voyez que j'ai réussi à retrouver que 489 cas. Donc il y a une augmentation, il y a une apparition de la morphinomanie et un sentiment de risque pour à la fois des patients mais aussi des médecins, mais vous voyez que ça reste quand même très limité, en particulier si on compare avec les cas de dépendance à l'alcool, qui là sont des dizaines de milliers dans les hôpitaux chaque année. Donc c'est très restreint. Et ça concerne, vous voyez que l'origine iatrogène, donc ça veut dire le fait que c'est causé par une prescription médicale, ça concerne l'immense majorité en fait des patients qui sont décrits comme morphinomanes. Et vous avez ici aussi un graphique qui vous montre les types de pathologies qui sont principalement concernés. Donc ça, c'est mes statistiques, mais les médecins de l'époque, ils en ont parfaitement conscience du fait que ce sont principalement des patients qui deviennent dépendants à la morphine, et progressivement, ça passe aussi dans l'imaginaire collectif, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de chansons, de pièces de théâtre, de romans qui décrivent ce sujet des médecins qui rendent morphinomanes, donc qui rendent malades une partie de leurs patients. Alors c'est un très gros problème, mais ce qui est intéressant d'observer, c'est que en fait, c'est la profession médicale qui est la plus touchée par la morphinomanie à cette époque-là. Donc vous avez à nouveau un graphique qui est tiré de ma thèse ici, où on voit que c'est principalement les médecins qui sont concernés. Il y a aussi les épouses de médecins, parce que dans certains cas, on observe que les médecins qui deviennent morphinomanes ensuite rendent morphinomanes leurs épouses. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est aussi très, très critiqué à l'époque. Donc voilà, la profession médicale se trouve confrontée de la manière la plus intime possible à cette nouvelle pathologie. Alors, il va y avoir une stratégie de défense pour se dédouaner de cette culpabilité, de cette responsabilité. Alors, une stratégie de défense, ça ne veut pas dire qu'il y a eu des réunions secrètes à un endroit avec plein de médecins qui se sont dit « bon, comment est-ce qu'on fait ?» pour se sortir de cette situation, pas du tout. C'est simplement que quand on travaille en histoire, on peut observer qu'il y a différents processus qui se recoupent et qui amènent à une situation donnée. Donc là, c'est ce qu'on observe. Il y a des médecins individuellement, puis ensuite la manière de présenter le sujet va devenir la norme et donc ça devient une réalité. Il y a des médecins qui vont progressivement se rendre compte que tous les patients à qui on administre de la morphine ne deviennent pas morphinomanes. Donc ça va servir leur argumentation en disant finalement ceux qui le deviennent, c'est forcément des gens qui ont un problème, qui sont des vicieux, qui vont aller chercher le plaisir n'importe où, et en particulier dans la morphine, mais finalement, ce n'est pas nous, médecins, qui avons mal géré nos prescriptions. C'est vraiment le patient qui devient responsable de sa pathologie. De l'autre côté, vous avez un processus qui vise à présenter la morphine comme une substance beaucoup trop dangereuse pour pouvoir continuer à être diffusée aussi librement, avec des ordonnances à renouveler à volonté. Les patients, ils pouvaient aussi acheter en gros auprès des usines pharmaceutiques. Il n'y avait vraiment aucun contrôle sur la vente de la morphine. Et donc les médecins, là, dans un processus plus socio-professionnel, vont essayer de décrire la morphine comme trop dangereuse, et donc réclamer que seuls eux puissent la prescrire et seuls les pharmaciens puissent la vendre. Donc là, il y a des logiques aussi vraiment socio-professionnelles pour avoir un monopole autour de ces substances. Le processus cette stratégie de transfert de la responsabilité de la morphinomanie vers les patients, ça marche en particulier sur les femmes. Alors les femmes, à la fin du 19e siècle, on est dans une période très patriarcale, très misogyne,
Et c'est encore des individus qui sont considérés comme, à nouveau, des personnages inférieurs aux hommes, qui aussi sont plus victimes de maladies, qu'elles soient physiques, parce qu'elles sont pensées comme fragiles, ou psychiques, parce qu'elles sont pensées comme voilà, des êtres vraiment qui peuvent verser très rapidement dans la folie. Et donc, les médecins vont axer leur argumentation en particulier sur les figures féminines qui sont dépendantes à la morphine, en disant que les femmes sont beaucoup plus susceptibles de devenir morphinomanes que les hommes, et que ça va avec leur caractère. Donc ils vont décrire des personnages féminins qui sont des personnes de petite vertu, des prostituées, qui à nouveau voilà, vont chercher vraiment dans la morphine un vice spécifique, si possible qui leur permet de trouver un plaisir qui ne passe pas du tout par le contact avec les hommes, et ça c'est une crainte immense de tous les hommes du 19e siècle, le fait que les femmes puissent avoir du plaisir sans eux. Donc ça correspond vraiment aux représentations très misogynes de l'époque, et ça va se diffuser très vite au point qu'on appelle ces femmes les morphinées. Vous voyez ici plein d'exemples de tableaux, mais il y a aussi des livres, encore une fois il y a des chansons, il y a des pièces de théâtre qui présentent cette morphinée. C'est vraiment un personnage très commun de l'imaginaire collectif de cette fin du 19e siècle, qui correspond aussi à l'idée de femme fatale, puisque dans les représentations, la femme morphinomane va rendre ses amants morphinomanes à leur tour. Donc c'est un peu la figure aussi de l'empoisonneuse, etc. Donc cette représentation marche très bien, et ça va permettre à la stratégie, encore une fois entre guillemets, l'espèce de mouvement de défense du corps médical, des médecins, en particulier des aliénistes, de s'imposer dans la société, c'est-à-dire on met de côté le fait que les médecins n'ont pas correctement géré leur prescription de morphine pour viser les consommatrices en particulier de ces substances, que ce soit dans un cadre médical ou en dehors. Alors, progressivement, au cours des années 70, et puis vous voyez tout au long de la période jusqu'aux années 1920, la morphine va être de plus en plus présentée comme une substance très dangereuse, et la majorité des publications vont se concentrer sur la morphinomanie. Donc vous voyez que je vous ai mis que à partir de 1870, mais donc dans les périodes précédentes, la morphinomanie n'existe pas. Et dans la presse médicale, la morphine est présentée quasiment exclusivement comme un médicament miracle. Quand on ouvre un journal de médecine, on voit plein d'articles pour encourager les médecins à utiliser cette substance. À partir du moment où la morphinomanie est décrite, c'est la morphinomanie qui prend la place dans les publications médicales, et en contrepartie, les usages médicaux sont de moins en moins publiés, parce que les médecins ont désormais l'habitude d'utiliser ce produit-là, donc il n'y a plus besoin d'autant de publications. Vous voyez que ça diminue, mais ça stagne. En fait, il y a moins d'articles qui présentent les usages médicaux, parce que la population médicale, les médecins se sont habitués à la prescrire. Il n'y a plus autant besoin de ça, mais en contrepartie, l'impression que ça fait quand on ouvre un journal médical à cette époque-là, c'est que la morphine, c'est une substance qui est extrêmement dangereuse. Vous avez à droite ici plein de différents articles qui, au-delà de la question de l'addiction, donne une impression de dangerosité, même pour les médecins, dans leur emploi de ce désormais dangereux toxique. On n'est plus du tout dans la période de la merveilleuse morphine. Tout ça va aboutir en 1916 au vote de la première loi qui invente la catégorisation de stupéfiants dans la législation française. Alors c'est une loi qui était réclamée par les médecins dans les périodes précédentes, dans les années 1880-1890, puis finalement ça avait été un peu voilà, ça avait été un peu abandonné dans les débats, puisque, comme je vous l'ai montré, il y a finalement assez peu de cas en fait, de morphinomanes. Donc il y a quelques spécialistes qui travaillent vraiment sur le sujet, mais la majorité des médecins, la morphinomanie, c'est très, voilà, ça ne fait pas partie de leurs préoccupations. Ils ont beaucoup plus à faire avec les personnes qui sont dépendantes à l'alcool. Et puis au moment du début de la guerre, il y a un peu une propagande dans la presse au sujet des industries pharmaceutiques qui produisent la morphine, qui se situent en Allemagne. Donc il y a toute une campagne de presse dans tous les journaux en 1915 qui explique que l'Allemagne a sciemment empoisonné pendant des décennies la population française en déversant de la morphine et aussi de la cocaïne dans la population. Donc ça relance un petit peu le débat sur la question de la législation autour de l'usage de certains psychotropes.
et en particulier de la morphine. Et donc la loi est votée en 1916, mais la majorité des médecins à ce moment-là sont sur le front. Donc ils ne participent pas à l'élaboration de cette loi, ce qui veut dire que quand ils vont revenir, alors juste pour terminer, donc la loi de 1916, elle crée cette liste des stupéfiants dans laquelle il y a la morphine, mais il y a aussi l'opium, l'héroïne, la cocaïne et le cannabis. Et désormais, il est impossible d'en acheter ou d'en vendre sans avoir une prescription médicale. Donc il n'y a plus que les médecins qui peuvent la prescrire et plus que les pharmaciens qui peuvent la vendre. Donc le corps médical accède à ce monopole qui était leur but, un de leurs buts à l'origine. L'usage de ces substances, en 1916, il est toujours autorisé, mais pas en public. C'est seulement en 1970 que la consommation de stupéfiants sera complètement interdite. Donc les médecins, quand ils rentrent du front en 1918, ils découvrent cette nouvelle loi et ils sont complètement désemparés parce que c'est donc une loi qui n'a pas été faite avec eux, ce qui veut dire qu'il y a des détails dans la loi qui leur conviennent absolument pas. Par exemple, le fait qu'on ne puisse pas represcrire de la morphine sous un délai de 7 jours. Donc si vous prescrivez un jour de la morphine à un patient et puis que vous vous rendez compte 2 jours plus tard qu'il a des douleurs qui augmentent encore et donc il faudrait prescrire à nouveau et augmenter la dose, vous ne pouvez pas, vous devez attendre 7 jours. Donc ça, c'est un des éléments de la loi qui est le plus vivement critiqué. Et puis par ailleurs, il y a tout un contexte légal un peu plus international avec la Convention de Genève en 1925 notamment, qui va encourager les médecins à utiliser de moins en moins de morphine parce que vraiment on s'inquiète de cette substance-là au niveau international. Ça, c'est une législation, enfin c'est des démarches qui sont poussées par les États-Unis qui, eux, à ce moment-là, sont vraiment dans une démarche de prohibition même de l'alcool à l'échelle internationale. Donc eux, ils poussent vraiment pour que dans tous les pays, on utilise de moins en moins de psychotropes, même en médecine. Donc les médecins font face à une législation en France et au niveau international qui vraiment les pousse à arrêter d'utiliser ces substances. Et donc ils se questionnent, il y a plein d'articles dans la presse médicale de l'époque pour dire mais comment on fait en fait pour continuer à prescrire cette substance-là sans être accusé de favoriser la toxicomanie, parce que en parallèle, il y a plein d'affaires qui sont très médiatisées de médecins et de pharmaciens qui sont accusés dans des affaires de stupéfiants pour avoir supposément prescrit de manière complaisante de la morphine ou de la cocaïne à leurs patients. Mais comme il y a un flou, qu'est-ce que c'est une prescription qui est trop importante? Il n'y a pas de définition. Donc c'est un petit peu à l'appréciation des juges qui n'ont aucune connaissance en médecine. Donc il y a plein d'articles dans la presse médicale qui se questionnent comment on fait. Et les conclusions, c'est toujours arrêter d'en prescrire pour les médecins et arrêter d'en fournir pour les pharmaciens. Parce qu'en fait, vous allez vous mettre en danger. Oui, vous avez des patients qui souffrent. Oui, vous avez des patients qui ont besoin de ces substances, mais protégez-vous. Vous êtes à risque d'être accusé de favoriser la toxicomanie, donc arrêtez d'en prescrire. Alors, ça, c'est les débats qui sont dans la presse médicale, notamment parisienne, et en fait, et dans le contexte légal de l'époque, mais en fait, quand on regarde plus finement dans les pratiques, pendant l'entre-deux-guerres, la morphine, ça reste une substance qui est prescrite et qui est utilisée, en particulier parce que pour les médecins, concrètement, ça reste une substance qui est très utile. En fait, on est dans la même situation qu'au milieu du 19e siècle. La morphine, ça soulage efficacement la douleur, les médecins ont l'habitude de l'utiliser, donc les anciennes générations continuent à le faire. On a ici 2 types d'ordonnances. On a un médecin toujours à Langeais, donc cette petite ville à côté de Tours, où le médecin se prescrit de la morphine pour lui-même. Alors c'est difficile de savoir si c'est un médecin morphinomane ou si vraiment il l'utilise lui pour sa clientèle, mais ça existe vraiment. Donc des médecins qui font des stocks en fait de morphine pour pouvoir en administrer à leurs patients en cas de besoin sans avoir à passer par une ordonnance. Et ça continue dans les années 50 où vous avez des médecins qui font aussi des techniques en administrant d'abord de la morphine et puis après 2 jours après on a une autre prescription, mais c'est pas de la morphine, c'est de l'oxycodone, donc pour continuer à utiliser des opiacés mais qui sont pas sous le coup de la loi sur les stupéfiants. Donc ça c'est vraiment assez intéressant de voir qu'il y a les discours et puis il y a les pratiques concrètes sur le terrain où les médecins, et ça c'est quelque chose qui est observé aussi dans d'autres contextes, notamment en Angleterre, les anciennes générations continuent à avoir les mêmes pratiques en fait qu'ils avaient, d'autant plus que comme
on l'a vu un petit peu avant, il y a très peu de cas en fait de personnes qui sont vraiment morphinomanes. Les médecins souvent n'en voient pas de toute leur carrière. Donc dans ce contexte-là, ils continuent évidemment à utiliser la substance qui est utile pour eux et pour leurs patients. Alors cette situation, elle crée un autre problème sanitaire, c'est le fait que à la fois la population et le corps médical se méfient moins d'autres types de spécialités qui sont mises sur le marché pendant l'entre-deux-guerres. Ça, c'est une situation qu'on connaît très bien encore aujourd'hui, puisque c'est ce qui a créé la crise des opioïdes dans les pays nord-américains dans les années 90-2000 et qui continue encore malheureusement aujourd'hui. Hein. C'est la mise sur le marché par l'industrie pharmaceutique d'autres substances avec d'autres noms, avec des publicités qui les annoncent comme n'étant pas addictives notamment. Et c'est quelque chose qui est très bien observé sur le moment par certains spécialistes, mais qui finalement touche peu les gens, les médecins et la population évidemment encore moins. Donc là vous avez plein de différentes spécialités à base d'opium ou d'opiacés qui ne sont pas concernés du coup par la législation sur les stupéfiants. Alors je reviens à la loi de 1916, on a vu que du coup l'autoprescription de psychotropes, de stupéfiants, elle était toujours autorisée. Ce qui veut dire que les médecins qui sont la population la plus touchée par la morphinomanie, continuent à avoir le droit de se prescrire à eux-mêmes les substances qui sont concernées. Donc c'est un petit peu un paradoxe qui est ici mis en avant par Georges Claretti dans le Figaro, qui dit finalement le diplôme confère le droit à la morphinomanie. Je vous remets d'autres ordonnances ici, on en avait en 1919, je vous en mets ici encore dans les années 50, où on voit un médecin qui se prescrit à nouveau de la cocaïne et de la morphine pour son usage en clientèle. Est-ce que c'est vraiment pour son usage en clientèle ou... Donc, voilà, est-ce que ce médecin qui se prescrit de la cocaïne et de la morphine se prescrit vraiment pour lui-même parce qu'il est dépendant, ou est-ce que c'est pour son usage en patientèle? Ben là, on n'a pas évidemment d'archives. Ok, alors, donc cette situation qui est très critiquée en France, elle n'est pas la même dans d'autres pays, notamment par exemple ici vous avez en Grande-Bretagne, où les médecins là ont l'interdiction de se prescrire à eux-mêmes des stupéfiants. Et en 1953, il y a toujours des études qui viennent montrer que les médecins sont toujours la catégorie socio-professionnelle la plus représentée chez les personnes qui sont dépendantes à des substances stupéfiantes. Donc on voit que cette législation, finalement, elle satisfait personne. Et d'ailleurs, dans les années 1920, il y a même l'Académie de médecine qui va essayer de faire supprimer cette loi de 1916 en disant que c'est une loi qui est très dangereuse pour les patients parce que on les prend de moins en moins bien en charge au niveau de leur douleur par rapport aux périodes précédentes. Alors ce système-là, il a été nommé morphinophobie, tout ce contexte-là où progressivement le corps médical a de plus en plus peur de la morphine en particulier. Donc la morphinophobie, c'est un système de croyances fausses au sujet de la dangerosité de la morphine et notamment de ses propriétés addictogènes dans un contexte thérapeutique. Donc encore une fois, dans la première partie du XXe siècle, les générations les plus anciennes de médecins continuent à avoir les mêmes pratiques, ils ne changent pas les doses qu'ils emploient ou la fréquence à laquelle ils emploient les substances. Mais par contre, les nouvelles générations, elles sont formées pour avoir peur de la morphine. Donc, je vous ai mis juste un extrait ici, mais on en trouve dans tous les manuels de médecine, mais aussi les manuels à destination des infirmières du XXe siècle, qui disent que donner de la morphine est une cruauté. Donc non seulement parce que c'est juste un soulagement éphémère, mais en plus ici on leur explique que la morphine elle-même cause des douleurs. Donc voilà, on présente de manière disproportionnée les risques de l'usage de la morphine et par ailleurs il y a ce matraquage permanent autour de l'idée que dans tous les cas, si vous administrez de la morphine à des patients, ils vont finir par devenir morphinomanes. Il n'y a plus cette idée que l'idée du 19e siècle, c'était que n'est pas morphinomane qui veut, donc qu'il n'y a qu'une partie des patients qui vont devenir morphinomanes. Là, au 20e siècle, c'est terminé. Toute administration de morphine dans un contexte thérapeutique mènera nécessairement à la morphinomanie, donc il faut la réserver exclusivement aux cas les plus extrêmes et spécifiquement à la fin de vie.
Alors ce contexte fait que du coup en France, je vous ai mis beaucoup de tableaux ici, mais voilà, désolé, on observe dans plein de sources différentes le fait que les consommations de morphine dans un contexte thérapeutique chutent drastiquement. Alors le premier tableau que vous avez ici, vous voyez que c'est les doses de morphine administrées en France. Alors les premiers chiffres qu'on a datent de 1930, on n'a pas de chiffres de la même source avant. Donc 1930, ça veut dire que ça fait déjà plus d'une trentaine d'années que la morphinophobie existe. Donc ça veut dire qu'il y a déjà eu pendant 30 ans une réduction progressive de l'usage de la morphine, mais vous voyez la chute drastique à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui est liée aussi au fait que non seulement il y a tout ce contexte de morphinophobie, mais en plus les usines pharmaceutiques qui produisaient la morphine, qui étaient situées en Allemagne, ont été détruites en 1945. Donc il y a toute une période à la fin de la Seconde Guerre mondiale où il y a une pénurie en fait de morphine. Donc concrètement, dans les faits, les médecins doivent apprendre à se passer de ce produit, et c'est ce qui met une pierre de plus à ce phénomène où progressivement on arrête quasiment entièrement d'utiliser la morphine. Le tableau que vous avez en dessous, c'est une étude qui est produite par le comité d'études au niveau international sur l'usage de l'opium, qui vise à encourager encore une fois les médecins à employer le moins possible ces substances. Et vous voyez que la France est vraiment un pays avec une situation spécifique par rapport aux autres, notamment par rapport aux pays anglo-américains, où quelle que soit la substance qu'on observe, on en utilise moins, voire on n'en utilise pas du tout pour la méthadone. Donc ça, c'est la situation jusque dans les années 1980. Dans les années 1980, il commence à y avoir une prise de conscience, à la fois d'une partie du corps médical, mais aussi d'une partie des pouvoirs publics, des politiciens, qui se rendent compte à travers différents rapports internationaux de l'OMS, puis ensuite des rapports commandités notamment par Lucien Neuwirth en France, donc au niveau plus politique, pour évaluer la prise en charge de la douleur en France, et qui dénonce vraiment la situation en disant là il y a vraiment un problème en France, vous ne prenez pas en charge la douleur. Donc évidemment ça concerne toutes les personnes qui subissent des opérations par exemple, mais aussi les accouchements. En France dans les années 80, il n'y a que 4% des accouchements qui se font sous antidouleur. Ça concerne aussi le champ des soins palliatifs qui n'a pas émergé dans les années 80 alors qu'il émerge dans les années 1960 dans les pays anglo-américains. Donc voilà, il y a plein d'aspects pour lesquels en médecine la France est en retard par rapport à ses confrères les autres pays occidentaux. Il y a un rapport par exemple de l'OMS qui montre que la France est l'avant-dernier pays occidental dans son usage de la morphine. Le dernier pays, c'est le Japon. Donc c'est une étude qui se fait sur 20 ans, et des années 70 à la fin des années 80. Et donc pendant 20 ans, la France est l'avant-dernier pays occidental à utiliser le moins de morphine. Donc je vous disais, il y a progressivement, à la fin des années 80, au début des années 90, une prise de conscience d'abord un petit peu dans le corps médical, avec une augmentation progressive, vous voyez sur le tableau ici, des doses de morphine, mais tout va vraiment changer à partir du moment où il y a des décisions politiques qui vont être prises pour réhabiliter la morphine. Donc ça se fait un petit peu au sein du corps médical, mais en réalité, pour vraiment voir la réhabilitation, il faut qu'il y ait une décision politique qui intervienne. Et donc cette réhabilitation dans les années 90, elle vient de plein de... Voilà, c'est pas une seule explication qui permet de comprendre pourquoi la morphine en France est réhabilitée à cette époque-là. Il y a en partie l'épidémie de sida, avec les patients qui font ce qui s'appelle de l'activisme thérapeutique pour réclamer qu'on utilise à nouveau la morphine, qu'on les soulage de leur douleur. Donc ça va faire évoluer en partie les représentations. En France, il y a aussi le débat des années 80 autour de la question de l'euthanasie. Donc dans un contexte où on utilise très peu la morphine, et même dans la fin de vie, il y a des activistes qui vont réclamer qu'on mette en place l'euthanasie, donc l'aide à mourir, et il y a un petit groupe de médecins qui sont favorables aux soins palliatifs, qui n'existent pas à cette époque-là en France, qui vont se mobiliser. C'est des médecins qui sont catholiques, et donc pour eux, administrer la mort, ça contrevient totalement à leur religion. Et donc ils vont, dans les médias, réclamer qu'on facilite l'usage de la morphine pour dire ces patients qui réclament l'euthanasie, finalement, si on pouvait les soulager efficacement de leur douleur, ils ne voudraient plus mourir. Donc ces débats autour de soins palliatifs et euthanasie vont aussi remettre sur le devant de la scène la question de l'usage de la morphine.
Bien sûr, il y a aussi, à cette époque, un développement progressif des techniques du care, donc l'idée de prendre soin des patients qui vient là aussi des pays anglo-américains et qui se diffuse un petit peu plus largement. Donc dans cette idée, soulager la douleur, ça redevient quelque chose d'essentiel à la médecine. Et puis de manière plus intéressante, enfin plus intéressante non, mais que moi je trouve, c'est les choses auxquelles je suis un petit peu sensible, c'est la question de l'expérience personnelle. En fait, on se rend compte dans l'histoire des stupéfiants que quand des politiciens font l'expérience personnelle ici de la douleur, c'est comme ça que les choses vont pouvoir changer. Et dans le cas de la morphine, c'est Bernard Kouchner, qui est alors ministre de la Santé au début des années 90, qui se fait opérer de la hanche. Donc ça y est, il s'est fait opérer, il est revenu dans sa chambre, il va passer la nuit à l'hôpital et il a super mal. On lui administre rien pour soulager sa douleur. Donc il appelle la personne qui est de garde, la personne qui est de garde arrive et lui dit non, moi, impossible, votre prescription, elle ne mentionne pas de morphine, je vous administre rien. Alors Bernard Kouchner, c'est Bernard Kouchner, donc il fait appel au directeur de l'hôpital, il le réveille en pleine nuit, le directeur de l'hôpital, c'est un ami à lui. Il lui dit, là j'ai vraiment super mal, donne-moi de la morphine. Et le directeur lui dit, mais je peux pas. T'es ministre de la Santé, je peux pas prendre ce risque. S'il y a la moindre chose qui t'arrive, c'est pour ma pomme, donc il est hors de question que je te donne de la morphine. Alors l'histoire ne dit pas si finalement Kouchner a réussi à trouver de la morphine, mais en tout cas je l'imagine dans son lit ruminer contre sa situation, et en fait il se rend compte, il avait déjà lu évidemment les rapports qui dénonçaient la mauvaise prise en charge de la douleur dans les hôpitaux en France, mais là il s'en rend compte à la première personne, et Kouchner va être un élément essentiel de la réhabilitation en France. C'est lui qui va lancer les plans douleur au cours des années 90 qui vont changer la législation autour de la morphine pour permettre un usage plus facilité, l'usage médical plus facilité, et vraiment une logique aussi de formation des médecins pour déconstruire un certain nombre d'idées reçues autour de ce produit. Alors tout ça s'appuie aussi sur une médiatisation qui jusque-là avait été très négative, et une médiatisation qui progressivement devient de plus en plus positive autour de la morphine pour faire passer dans la société l'idée que finalement, cette substance, quand on l'utilise correctement, elle n'est pas si dangereuse qu'on l'avait présentée pendant près d'un siècle. Alors il y a encore du travail malheureusement, parce que même si la morphine est dans son processus de réhabilitation depuis, disons, le milieu des années 90 en France, on observe qu'on l'utilise de plus en plus, mais on l'utilise toujours pas suffisamment. Il y a ici, peut-être certains parmi vous connaissent Daniel Hannequin, qui est un spécialiste de la douleur, notamment chez l'enfant, et qui a passé sa carrière à militer pour une meilleure prise en charge de la douleur et de l'utilisation de la morphine. Alors là, c'est un texte qui date de 2004, mais en fait, la situation n'est toujours pas aussi bonne qu'elle pourrait l'être si on utilisait les opiacés de manière générale en médecine, sans cette idée de drogue dangereuse qui est toujours présente malheureusement à tous les échelons des professions médicales, donc que ce soit le médecin qui va prescrire, mais aussi derrière les infirmières qui vont faire les injections et qui parfois utilisent moins de morphine que ce qui est prescrit, et puis les patients eux-mêmes qui ont toujours un petit peu des craintes liées à ces substances. Et malheureusement, on était dans un processus vraiment de réhabilitation avec un apaisement autour de ces questions. Et puis la crise des opioïdes, même si elle ne touche pas vraiment la France, remet sur le tapis un certain nombre d'inquiétudes. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous recommande vivement de lire cet article. Alors c'est un petit article, il est en anglais, mais c'est un petit article du neuroscientifique Carl Hart qui explique que finalement, il faut arrêter de se focaliser sur la substance, mais il faut voir le contexte dans lequel cette crise, elle émerge. Et de la même manière qu'au XIXe siècle, c'est pas les produits qui doivent être visés, mais c'est la question de la formation. Et la formation aussi bien des professionnels de santé que des patients. En fait, les patients aujourd'hui sont totalement dépossédés de toute connaissance autour des médicaments et donc vont les utiliser parfois à mauvais escient, trop fréquemment, sans prendre en compte les risques. Et de leur côté, les médecins sont très mal formés encore aujourd'hui, même en France, sur la question de la prise en charge de la douleur, sur la question des addictions aussi. Et donc tout ce système-là cause les risques qui sont associés à l'usage de ces substances, mais ce n'est pas les substances en elles-mêmes qui doivent être diabolisées.
Alors, je vous ai montré donc toute cette situation autour de la morphine et pour finir, on va voir un petit peu comment cette focalisation sur les stupéfiants, sur un certain nombre de substances très précises, pose un problème de santé publique beaucoup plus large puisque ça empêche la compréhension de la dangerosité de certaines autres substances. Donc, on l'a vu pendant l'entre-deux-guerres avec la mise sur le marché de plein de produits à base d'opiacés qui ne sont pas visés par la législation sur les stupéfiants et qui du coup apparaissent comme des substances sûres. Je l'ai dit, c'est la même situation qu'on a vécue dans les années 90 dans les pays d'Amérique du Nord. Mais en fait, il y a plein d'autres produits qui voilà, subissent la même, enfin qui du coup sont assez protégés par cette situation, et notamment les médicaments psychotropes, donc les anxiolytiques, les antidépresseurs, mais aussi les neuroleptiques et avant eux les barbituriques. Donc ça, c'est des substances qui sont principalement prescrites à des femmes, que ce soit au XXe siècle et aujourd'hui. Et vous voyez que, donc ça, c'est des publicités qui sont directement adressées aux médecins. Vous voyez qu'on utilise ces substances comme parfois des béquilles à l'existence. Ça veut dire, vous êtes dans une situation qui vous pose problème, on ne peut pas régler ce problème, donc on va vous médicamenter pour que vous puissiez le supporter. C'est ce qui se passe massivement pour les femmes, en fait, des femmes qui vivent dans une société dans laquelle elles sont des citoyennes de seconde zone, dans lesquelles elles n'ont pas les mêmes opportunités que les hommes, dans lesquelles elles doivent faire des doubles journées où elles travaillent à l'extérieur et ensuite c'est elles qui s'occupent principalement du ménage des enfants. Donc voilà, on a un système qui fait que les femmes sont plus anxieuses, sont plus dépressives, mais on ne va pas régler ce problème-là. On a à disposition des médicaments qui sont très utiles et qui vont leur permettre de continuer à fonctionner. Et vous voyez que les publicités s'adressent exactement comme ça aux médecins. La publicité, la première que vous avez ici à gauche, c'est « Vous ne pouvez pas la libérer, mais vous pouvez l'aider à se sentir moins anxieuse ». Donc c'est très intéressant de voir comment aussi certaines substances vont être visées parce que dans les représentations, elles contreviennent à l'ordre établi, elles contreviennent aux normes, donc typiquement le cannabis ou le LSD dans les années 60, qui vont être présentés comme des substances qui détournent la jeunesse des enjeux capitalistes, qui font qu'ils n'ont plus envie de faire la guerre, qui veulent juste faire l'amour et écouter de la musique. Donc c'est présenté comme ça médiatiquement, comme des substances qui troublent l'ordre établi. C'était la même chose pour la morphine et les femmes à la fin du 19e siècle. Et au contraire, certaines substances qui sont pensées comme renforçant l'ordre établi, et dans ce cas-là, il n'y a pas de critique qui leur est vraiment adressée. Donc voilà, je vous mets d'autres publicités avec ces médicaments psychotropes. Les femmes peuvent refaire le ménage, peuvent s'occuper des enfants, peuvent retourner faire les courses. Et si elles peuvent en plus rester minces et donc jolies, ça va avec visiblement, il ne faut pas qu'elles hésitent non plus à prendre des amphétamines. Alors ces représentations autour de certaines substances qui sont visées médiatiquement, mais aussi dans les discours médicaux comme des substances qui sont utilisées par des personnes qui sont nuisibles à la société, qui sont paresseuses notamment, en fait, quand on observe les cas de ces personnes qui consomment ces substances, bien souvent, l'utilisation de stupéfiants, elle est mentionnée justement pour pouvoir travailler. Et ça, c'est le cas déjà avec les psychotropes, avant qu'il y ait cette question de distinction entre les stupéfiants qui sont les mauvaises drogues et les autres psychotropes qui restent les substances bonnes à consommer. Donc au XIXe siècle, il n'y a pas encore cette distinction. Il y a beaucoup d'historiens qui travaillent pour montrer combien l'utilisation de psychotropes a permis l'évolution, le développement de la société capitaliste. Parce qu'au XIXe siècle, il y a donc de nouveaux rythmes de travail qui se mettent en place, et il y a aussi des nouvelles techniques de travail avec des usines qui causent des douleurs nouvelles chez les individus, et les psychotropes vont permettre de se maintenir dans cette société-là, que ce soit avec les stimulants, ici le café, mais aussi la coca au XIXe siècle, ou la cocaïne, qui vont permettre de donner de l'énergie pour travailler, et ensuite les substances calmantes, l'opium, ensuite les somnifères, etc., qui vont permettre à la fois de soulager le cannabis, qui vont permettre de soulager les douleurs, mais qui vont permettre aussi de se reposer efficacement pour être plus efficace au travail le lendemain. Donc ça, c'est quelque chose qu'on observe dès le début du XIXe siècle avec la morphine, avec des gens qui vont très clairement solliciter leur médecin pour se faire prescrire de la morphine pour pouvoir continuer à travailler, parce qu'ils ont des migraines, parce qu'ils ont des douleurs. Ça, je l'observe dès les années 1830. Je vous ai mis deux exemples ici dans les années 1880. Et en fait, c'est quelque chose qu'on
retrouve toujours très largement aujourd'hui. Alors, je vous ai mis cette vidéo, malheureusement, elle n'existe plus, elle a été supprimée de YouTube, mais pour vous présenter un YouTuber qui est aussi sur Twitch, qui s'appelle Raz, c'est la personne que vous avez à droite ici, qui est très ouvert sur sa consommation, son addiction à l'héroïne, et qui explique, donc maintenant il est sous traitement de substitution, mais il a été dépendant à l'héroïne pendant un certain temps, et il l'a été pour pouvoir travailler en particulier. Donc c'était une substance qu'il consommait pour pouvoir supporter un travail qui était perçu par lui comme aliénant. Et donc, à rebours des représentations qu'on a sur les usagers de stupéfiants qui passeraient leur vie dans un canapé à rien faire et à toucher les allocations, et si c'est le cas, tant mieux pour eux. Mais à rebours de ces représentations, en fait, il y a plein de gens qui consomment du cannabis le soir pour pouvoir décompresser parce qu'ils ont un travail qui est difficile, ou qui consomment, ici, dans le cas de Raz, de l'héroïne pour pouvoir supporter un travail qui leur est totalement insupportable. Et l'extrait que j'avais choisi de montrer juste ici, c'est un moment où il explique que dans son travail, les gens pensaient qu'il était sous l'influence de l'héroïne au moment où lui, il était en manque parce que tout à coup, il était plus capable de travailler correctement. Donc quand il prenait l'héroïne, c'était là qu'il était le plus performant, le plus efficace à son travail. Donc c'est très intéressant de mettre à distance un petit peu les discours et de se rendre compte que en fait, il suffit de chercher pas très loin et on trouve en fait des usages de stupéfiants qui sont tout à fait dans le cadre de cette société capitaliste pour pouvoir continuer à travailler. Alors pour terminer, vraiment, désolée, j'ai mis beaucoup de texte. Elle n'est pas très belle cette slide, je suis désolée, mais voilà, c'était plein de choses que j'avais envie de vous dire et que je voulais pas oublier. Donc cette situation où on fait une séparation entre les substances qui sont des stupéfiants et qui sont considérées comme des substances dangereuses, diabolisées, et les autres produits, c'est un problème qui est très grave de santé publique en France et dans les pays occidentaux de manière générale, parce que du coup, il y a un problème vraiment de compréhension et d'étude de la dangerosité des substances, soit qui sont classées stupéfiants, mais qui ne sont pas visées par la diabolisation, soit qui ne sont pas des psychotropes. Donc par exemple, typiquement le paracétamol, c'est une des substances médicamenteuses qui est les plus prescrites. Il y a très très peu d'études sur le sujet, mais on sait que ça causerait entre 2 à 7% des intoxications médicamenteuses en France. On sait aussi que son abus peut provoquer des syndromes de sevrage, comme l'héroïne ou l'alcool par exemple. Hein. Mais ça, c'est très peu connu, à la fois du grand public et aussi des professionnels de santé. Et c'est dû au fait qu'en fait, il y a très 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 peu d'études sur ces sujets-là, sur le paracétamol en particulier, mais en fait sur toutes les questions d'abus de médicaments. On a très peu d'études, au point qu'il y avait un papier en 2007 qui disait qu'on n'a absolument pas conscience de l'ampleur du détournement qui pourrait dépasser la quantité de consommation illicite. Et pour vous donner un exemple très concret de cette sous-évaluation de la dangerosité des médicaments et des pratiques de détournement, il y a cette étude de 2010 du baromètre santé qui étudiait l'usage de psychotropes, qu'ils soient légaux ou illégaux, donc café, tabac, alcool, jusqu'à l'héroïne, sur des dizaines de milliers de personnes. Et ils avaient posé la question des médicaments psychotropes, donc des anxiolytiques ou des antidépresseurs, qu'à une toute petite partie du panel de 3000 personnes. Or, même dans ce petit panel, déjà 35% des sondés disaient qu'ils avaient utilisé au moins une fois ce type de médicament. Donc on sait, évidemment, c'est un peu médiatisé ces dernières années, le fait que les Français seraient les champions de la consommation de médicaments psychotropes, mais concrètement, en réalité, c'est très peu étudié. Donc on a une perception qui est en demi-teinte en fait de cette réalité. Et pour finir vraiment, cette situation de décalage entre les stupéfiants et les autres substances fait qu'on ne pense pas les usages non problématiques. Or, depuis les années 1980, et on a de plus en plus maintenant de données d'études qui le démontrent, au point que depuis 2017, l'ONU maintenant, ça y est, c'est dans leur rapport, ne peut plus passer à côté. Donc même l'ONU, ici, vous avez les chiffres de 2023. Même l'ONU convient que la majorité des utilisateurs et utilisatrices de substances illégales n'ont pas de problème avec cette consommation. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de problème sanitaire, ils n'ont pas de problème de santé lié à cette consommation, ils n'ont pas non plus de problème lié à leur travail, et ils n'ont pas de problème dans leurs relations interpersonnelles.
Donc c'est très intéressant de noter ça. Je doute pas que parmi une audience qui est principalement constituée de professionnels de santé, ça va faire réagir. Et donc n'hésitez pas, hein, je suis tout à fait disposée à ce qu'on discute de ça. Mais voilà, c'est ce contexte où on vise un petit nombre de substances et on les diabolise. Finalement, ça laisse de côté les enjeux sanitaires très importants qui sont liés à l'utilisation de plein d'autres substances. Et puis ça empêche de comprendre que finalement, les gens qui utilisent de manière volontaire des substances qui sont illicites, en général se renseignent sur ces substances, sur les doses à employer, les utilisent de manière très occasionnelle et ont un contrôle, une maîtrise sur ces consommations. Et donc il faut encourager ça, il faut encore une fois, comme le disait Karl Hart, encourager la réduction des risques, encourager la formation à la fois de la population, mais aussi des professionnels de santé à toutes ces questions-là. Voilà, j'en termine ici. On m'a demandé d'ajouter cette slide, donc n'hésitez pas à scanner ce QR code pour répondre à l'enquête de satisfaction. De mon côté, je vous remets mon adresse mail ici. N'hésitez pas si vous avez des questions un peu plus personnelles, particulières. Et sur mon site internet, vous allez retrouver tous mes articles, toutes mes conférences qui sont sur YouTube, etc. Voilà, je m'arrête ici et j'attends vos questions. Un très grand merci à Zoé pour ta présentation et puis pour sa clarté.